il y a beaucoup de valeurs autour de justement la fraternité, l'importance de la famille, des valeurs d'entraide, et cetera, qui sont hyper importantes et développées chez ces jeunes-là. Ibrahim, c'était un coach qui m'avait appelé en disant: «Mais est-ce que tu as conscience que tu as une pépite du football à la maison?» Ces jeunes-là, ils ont qu'une envie, c'est qu'on les soutienne et qu'on les aime, quoi. Je te sens ému là. Accueillir un étranger chez soi, pour certains c'est impensable, mais pour Claire c'est une évidence. Sa générosité change des vies. Je m'appelle Yohan Payou, je suis journaliste, et ce que j'aime, c'est donner la parole aux gens formidables de nos territoires. Bonjour Claire. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en une phrase ? Oui. Donc je m'appelle Claire Lelièvre, je suis présidente de l'association Maison Jeunes Migrants que j'ai créée en début d'année. Notre vocation, c'est d'aider des mineurs isolés étrangers, de les accompagner à la fois en leur fournissant un hébergement, une scolarisation, la nourriture et puis des activités d'insertion. Alors je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai évidemment plein de questions à te poser. Et j'ai envie de savoir qui tu es vraiment, d'où te vient ce grand cœur, a priori, que tu as, où tu puisses ta force. Mais d'abord, quand tu dis effectivement que tu viens en aide aux mineurs isolés sans abri, concrètement, ça se traduit comment ? Alors, j'ai commencé mon engagement en tant qu'hébergeuse solidaire, effectivement, en accueillant des jeunes à mon domicile, puisque les jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs tout de suite se retrouvent à la rue. Et puis ensuite, en voyant l'état de la situation et du manque de solutions d'hébergement, j'ai créé une association qui aujourd'hui réunit une quinzaine de bénévoles et on ouvre des maisons d'accueil pour que les jeunes puissent y vivre en colocation et en semi-autonomie en étant encadrés par un binôme de bénévoles chacun. Voilà. Alors j'imagine que tu ne t'es pas réveillé un matin en te disant tiens, ce serait bien d'accueillir des jeunes migrants. Comment tout ça, ça a démarré ? Là, en arrivant à Nantes, où le déclic s'est vraiment fait, donc je suis nantaise depuis 2 ans et j'ai eu la chance de pouvoir acheter un appartement à côté de la gare, qui était assez grand puisqu'on avait pour projet d'accueillir une famille et de fonder une famille, et puis je suis en télétravail aussi. Et je me suis rendu compte que j'avais des chambres vides la plupart du temps. Et en étant devant la gare, en voyant des gens dormir, notamment sur le parking à vélo où je dépose mon petit vélo tous les jours, je me suis dit, mais il y a un réel décalage entre des gens qui sont à la rue et moi qui ai des chambres vides. En fait, ça me paraissait complètement illogique et j'avais la sensation d'être une privilégiée, une sensation d'injustice qui me rongeait. Et du coup, je me suis demandé qui j'allais pouvoir héberger, avec qui je pourrais me sentir à l'aise, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager, étudier à l'étranger, travailler à l'étranger. Et j'ai toujours eu cette fascination aussi pour des cultures différentes, etc. Donc je me disais que ça pouvait aussi combler cette passion pour la découverte de cultures étrangères. Et puis à Paris, j'avais vécu Place des Fêtes, où il y avait en fait un camp de migrants là-bas, avec 1000 migrants. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais déjà impliquée pour aller recenser un peu leurs besoins, commencer à les aider à faire des cours de français ou récolter des vêtements, etc. Donc c'est comme ça que ça a commencé, le déclic. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Mais entre le moment où tu prends conscience de ça, tu es à Nantes, tu vois ces gens dehors, tu vois effectivement ces chambres vides, et finalement tu ressens ce besoin. Entre ça et passer à l'acte, c'est pas forcément évident. Il y a sûrement des gens aussi qui pensent des fois à le faire et qui ne le font pas. Et qu'est-ce qui fait que toi tu es passé à l'acte et comment tu as fait ? Déjà, je ne vis pas toute seule. Maintenant, je vis avec du coup mon conjoint Bruno. Donc, il y a eu une première phase de discussion. Et je pense que c'est un moment où, oui, ça me rongeait. Donc, il a senti aussi une espèce de forme de détresse où je ne me sentais pas alignée et j'avais l'impression vraiment d'en souffrir. Et je sentais que ça allait me faire du bien.
Et en lui en parlant, il a tout de suite été ouvert à cette idée-là. On travaille tous les deux aussi sur les sujets du climat, du changement climatique, de ce que ça implique et le lien avec les flux migratoires que ça va engendrer. Donc c'est un sujet auquel on est déjà super sensibilisés tous les deux. Et je pense que le fait d'avoir des encouragements et son accord, ça a concrétisé le fait que j'allais dans la bonne direction et que mon idée n'était pas complètement folle, on va dire. Est-ce que tu travailles dans quel domaine exactement? Tu fais quoi à côté? Je travaillais à l'Agence française de développement, du coup, qui est une banque qui est rattachée à l'État, qui prête de l'argent à des pays en développement pour justement beaucoup de projets autour du climat, mais aussi de l'accès à l'éducation, à l'eau, etc. Et c'est vrai que donc j'ai aussi cette conscience-là et d'accompagner les pays en développement, de voir la réalité là-bas et en Afrique de l'Ouest, etc. C'est vrai que je pense que je suis sensibilisée aussi de par cette expérience-là et cette connaissance. Donc vous en parlez avec Bruno, il est OK. Qu'est-ce qui se passe après? Du coup, j'ai cherché les possibilités d'accueil plutôt de publics réfugiés que je connaissais mieux et je pense qu'ils sont plus connus. Et en fait, je suis tombée sur le réseau des hébergeurs solidaires qui accueille en famille, enfin qui fait la coordination pour des accueils en famille de mineurs non accompagnés, justement, qui sont dans cette période de recours juridique pour faire reconnaître leurs droits. Donc, je les ai contactés. Et derrière, on m'a proposé de faire l'accueil d'urgence des filles. Donc ça consistait en fait à chaque fois qu'une jeune fille mineure est mise à la rue à Nantes, de l'accueillir tout de suite à mon domicile. Voilà, puisque en tout cas les filles, il y a une attention particulière autour d'elles par rapport aux dangers de la rue qui sont peut-être encore plus grands que ceux pour les garçons, mais ça reste très dangereux pour tout le monde. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, en accueillant des filles. Et puis après, de plus en plus d'accueil jusqu'à la création de l'association. Il y a beaucoup de monde là, dans ce réseau d'hébergeurs solidaires? Ça représente quasiment 60 jeunes, entre 50 60. Donc à chaque fois, les jeunes, ils ont entre 2, 4 familles, parfois une, mais ça représente facilement, oui, 150, 200 hébergeurs. Tu te souviens de la première jeune fille que tu as accueillie dans ton appartement? Oui, bah, bien sûr. Elles étaient 2, du coup, à arriver. Et c'était assez bouleversant, quoi, sur le moment, parce que on cherchait un peu à comprendre les manières de faire, comment s'adapter, etc. Surtout pour mon conjoint, le fait que ce soit des jeunes filles, etc. On était assez prudents, on se questionnait, et puis au final, on a commencé à comprendre, à se poser plein de questions, parce que c'est vrai que les premiers moments, il y avait quand même ce petit décalage culturel où on se posait des questions, et puis après, c'est devenu de plus en plus fluide. Enfin voilà, on a fait des sorties à la plage. Et puis après, ça a été vraiment des relations super fortes qui ont pu se créer. Mais l'accueil d'urgence, c'est vraiment temporaire. Donc là, c'était vraiment 2 semaines. Et aujourd'hui, il y a une des filles que je vois encore très régulièrement. Enfin, donc voilà. Et après, j'ai plutôt accueilli des garçons dans un deuxième temps, aujourd'hui avec l'association aussi. C'est encore le cas? Tu accueilles toujours aujourd'hui des jeunes gens chez toi? Non, enfin là, Ibrahim, qui est resté 1 an à la maison, est parti à l'ouverture de la maison, le 7 juin. Et du coup, là, on se prépare plutôt pour l'accueil d'un petit bébé. Donc, pour l'instant, on a mis un peu en pause l'accueil à la maison. Et le but, c'est justement d'ouvrir ces maisons d'accueil pour que les jeunes puissent vivre en coloc dedans. Tu as, je crois, accueilli jusqu'à 4 personnes, c'est ça, chez toi? Oui, 4 en Pendant même temps, oui. plusieurs mois? Oui, pendant plusieurs mois. Pendant 4 mois, à un moment, oui. Tu souris, ça n'a pas toujours été évident, j'imagine? C'était sportif, quoi, parce que du jour au lendemain, j'avais l'impression d'être maman de 4 jeunes, enfin 4 ados. C'était vraiment exactement ça le ressenti.
Et donc, il y avait tout à faire parce que c'était la rentrée scolaire. Donc, les scolariser, les activités sportives, enfin, ça a été vraiment ouais, très sportif du jour au lendemain. Mais après, c'était une expérience formidable. Juste, il y a eu des moments d'intensité. Et après, quand on a les jeunes à la maison, bah, c'est vrai qu'on n'a pas de répit. Puis comme il y en avait 4, c'était du matin au soir pour les aider dans tout. Donc, ça a été... ouais, c'était assez costaud, mais super sympa. Je crois que tu partais même en vacances en leur laissant les clés de l'appart, hein, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, je pense que l'histoire de l'association, elle a aussi démarré parce que mon chat est tombé de la fenêtre, pour la petite anecdote, du 3e étage. Et on devait partir en vacances pendant 1 mois. Et du coup, j'ai annulé toutes mes vacances et je me suis demandé ce que j'allais faire de mon été. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris un petit peu à un moment la gestion du réseau des hébergeurs solidaires et la mise en relation entre les familles et les jeunes. Et du coup, c'est vrai que le chat était complètement blessé, on s'est occupé de lui, etc. Et certains jeunes que j'avais pu placer en famille de manière temporaire se retrouvaient à nouveau à la rue. Et donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais leur prêter notre appartement. J'ai vu que d'autres propriétaires solidaires, on peut dire, faisaient ça. Et du coup, je me suis lancée là-dedans en fixant des règles très claires, etc. Et puis après, il faut une grande confiance aussi en ces jeunes-là. Donc, ils étaient 3 et ils ont pris soin de l'appartement comme personne ne l'aurait fait, je pense, des chats, des plantes. Donc, c'était super bien de faire ça. Ils n'ont jamais trahi ta confiance? Non, jamais. Euh, Accueillir des jeunes chez soi comme ça, qu'est-ce que ça change dans sa vie? Qu'est-ce qu'on apprend sur eux? Qu'est-ce qu'on apprend sur soi? Euh, il y a eu un avant, un après pour toi, par exemple? Oui, il y a un avant, un après, c'est sûr. Bah, moi, c'est déjà ce qui me marque, c'est les valeurs de ces jeunes-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeurs autour de justement la fraternité, l'importance de la famille, des valeurs d'entraide, etc., qui sont hyper importantes et développées chez ces jeunes-là. Leur parcours, leur vie au pays, leur parcours, etc., c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans ce qu'ils vivent. Et du coup, ils arrivent ici avec beaucoup de fatigue et des traumas, mais aussi une telle motivation, une envie de s'en sortir, etc. Et du coup, c'est quand même un peu une leçon de vie quoi, au quotidien qui nous donne encore plus envie de nous battre quand on voit eux tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont à faire. Et du coup, je dirais que ça donne un peu des ailes dans le sens où j'ai l'impression que tout est possible en fait et ça me donne une force incroyable quoi, de faire plein de choses. Ils ont des prénoms, il y a Ibrahim, Abdoulaye, Zakaria. Tu as des histoires à nous raconter. Enfin, je veux dire, effectivement, on parle de jeunes migrants, mais qui est Ibrahim, qui est Abdoulaye, qui est Zakaria? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire? Oui, bah, des anecdotes, il y en a pas mal. Moi, je suis impressionnée, j'arrive toujours pas à réaliser à quel point ils vont vite dans l'apprentissage, dans leur intégration et ce qu'on arrive à mettre en place avec eux. Enfin, Abdoulaye, du coup, il est camerounais et là, il rentre au lycée de la Marine, quoi, à Nantes, Jacques Cassard. Bon, évidemment, il savait pas nager, donc pour être marin, c'est un peu compliqué. Là, il a appris à nager en 3 semaines. Il vient d'avoir son attestation hier pour pouvoir entrer au lycée. Enfin, il était premier de sa classe avec des félicitations, des encouragements. Ibrahim au collège Saint-Blaise à Vertou. Enfin, c'est pareil, tout le monde était impressionné par ses capacités d'adaptation, sa gentillesse. C'est les efforts qu'il a fournis. Et puis, effectivement, il est rentré au club de l'USSA à Vertou.
dans l'équipe des U17 en national. Enfin, donc, on a des pépites effectivement qui arrivent chez nous. Enfin, Ibrahim, c'était un coach qui m'avait appelé en disant mais est-ce que tu as conscience que tu as une pépite du football à la maison, etc. Il faut lui trouver le meilleur club possible. Enfin, donc, c'est assez incroyable de voir tous ces parcours-là et ce que les jeunes arrivent à faire en France, quoi. Tu l'as évoqué rapidement, mais je veux bien qu'on revienne un peu plus en détail du coup sur ce moment où tu as voulu voir plus grand et ouvrir cette maison. Euh, C'était à quel moment quand tu as les 4 à la maison et que tu te dis, bon là, un cinquième, ce ne sera pas possible, il faut une maison pour accueillir tout le monde? Oui, il y a eu il y a eu un peu de ça. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir être dans le réseau justement de toutes les associations et rapidement d'être en contact avec une autre association qui a ce format-là de maison, qui s'appelle Égide, et qui m'a un peu tendu la main pour m'aider aussi à comprendre le modèle. J'étais bénévole dans cette association-là pendant 9 mois, et du coup, je me suis dit, ah, ce modèle existe, il fonctionne, je peux peut-être le dupliquer et du coup élargir les capacités d'accueil à Nantes, quoi. Ça fait du chemin parcouru en un an. 1 an, ouais, même pas. C'est ouais, 7-8 mois, ouais, c'est fou. Tu as regardé un peu dans le rétroviseur ou tu continues d'avancer Je continue d'avancer. Après, c'est vrai qu'on me pose souvent la question de est-ce que je me rends compte de ce que j'ai réussi à faire, mais au final, c'est parce que des personnes sont venues aussi à moi au fur et à mesure et que je pense qu'il y avait les bases pour que ça fonctionne. Donc c'est vrai qu'on l'a fait en équipe et aujourd'hui, on est une super chouette équipe dans l'association. Je suis trop contente d'être entourée des gens aujourd'hui qui nous aident. En fait, je me suis vraiment rendu compte de cette concrétisation du projet quand le dernier jeune là est arrivé dans la maison. Où ça? Oui, c'est ça. Ça, et en fait, je suis allée le chercher à la gare. Il venait de passer la nuit dehors, enfin, comme plein de nuits avant celle-ci. Et je l'ai accompagné à la maison. Et voilà, je lui ai dit, bon, bah voilà, ça, c'est ta chambre. Et en fait, l'émotion, enfin, son regard, ça m'a marquée. Et je me suis dit, mais vraiment, là, c'est vrai qu'on a mis quelque chose en place d'incroyable, quoi, pour ces jeunes-là. Et si on arrive en tout cas à continuer, à s'élargir, à ouvrir d'autres maisons, ça change tellement la vie des jeunes que ouais, là, j'ai pris conscience à ce moment précis de l'impact que ça avait sur les vies des gens, quoi. Mm. Et ça te fait du bien. Oui, bah oui, ça fait du bien, c'est sûr. Après, on n'oublie pas ceux qui sont encore à la rue. On est tout le temps en train de se dire qu'on aimerait que plus de jeunes puissent ne pas être dehors. Et puis, elle a toujours un peu enfin, parce que je pense que moi, j'ai un, un truc avec l'injustice, quoi, et où ça m'insupporte, enfin, ça me révolte. Et du coup, j'ai l'impression par moment même d'en créer, en me disant, il y en a qui ont carrément leur chambre avec leur lit, leur petit bureau, d'autres qui sont encore à la rue. Et du coup, le décalage me paraît tellement énorme que parfois, c'est vrai que je pense à ça aussi, quoi. Tu as réellement conscience que tu changes leur vie, qu'ils ont de la chance d'avoir trouvé clair sur leur chemin? Oui, bah, après, ils me le disent tous les jours, donc évidemment, je m'en rappelle bien, oui. Enfin, je reçois tout le temps des messages de remerciements. Enfin, ouais, je peux pas l'oublier, c'est clair. Parce que je disais que tu les changes, mais des fois même parfois certainement tu sauves des vies pour le coup. Enfin, j'ai pas non plus rencontré des milliers de jeunes, mais ce que je vois, c'est que l'impact de la rue sur le cerveau d'un adolescent, enfin, j'espère que c'est réversible, mais parfois je me dis, mais il y a tellement de mécanismes de défense qui sont en place quotidiennement, toutes les nuits, que enfin, les impacts sont énormes, quoi, avec des phénomènes un peu de dissociation où le cerveau se protège et du coup se déconnecte de la réalité. Et du coup, on se dit, mais comment on rattrape tout ça derrière? Enfin, donc, en tout cas, sur le plan ouais, cérébral et du traumatisme de la rue, enfin,
ça peut ouais, impacter fortement, fortement des vies. Ouais. De quoi tu as besoin aujourd'hui? De quoi vous avez besoin dans l'association, dans la maison? Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de bénévoles, vous avez besoin de visibilité? Je dirais que le plus gros besoin, c'est on a besoin de maison. Parce que là, en fait, du coup, on a la chance d'avoir un promoteur immobilier qui nous a fait confiance, nous prête une maison qui va être amenée à être détruite pour la construction d'un chantier. Et du coup, oui, c'est ça, en fait. Assurer la pérennité de nos maisons, c'est un gros enjeu de se dire, là, on a la maison pour 6 mois, normalement, ça va être plutôt 1 an. Et derrière, comment on fait si on n'a pas d'autres maisons? Donc c'est vraiment là, il y a un gros enjeu de pouvoir être en relation avec les promoteurs immobiliers, enfin, il y a énormément d'avantages pour eux à mettre à disposition ces maisons-là. Donc ça, c'est vraiment un des gros besoins. De pouvoir être en contact avec eux, gagner leur confiance. Et à chaque fois, soit qu'on a besoin d'une nouvelle maison parce qu'un bail s'arrête, d'en avoir une, ou alors dès qu'on a un projet d'ouverture de nouvelle maison, pouvoir l'ouvrir. Et puis après, on a besoin de binômes aussi, de bénévoles qui vont s'occuper de jeunes. Et puis, je dirais qu'on a aussi besoin, évidemment, de dons financiers. Sur cet aspect-là, en fait, le développement de l'asso et sa survie va dépendre uniquement de nos finances et de ce qu'on arrive à avoir, comme toutes les associations. Et en ce moment, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, clairement, tous les soutiens possibles financiers sont cruciaux. Tu es dans quel état d'esprit là aujourd'hui? Pleine d'espoir pour la suite? Je suis plutôt très confiante pour l'instant par rapport à l'équipe autour de moi. Après, je m'inquiète aussi par rapport à un peu ce qui va pouvoir se passer sur enfin, un peu l'état oui, de comment le sujet de la migration va être traité dans notre pays. Donc ça, j'ai quand même pas mal d'inquiétudes qui revient autour de ça. Mais plutôt confiante et plutôt on y va. Et puis je suis super contente aussi de me dire que je vais avoir un enfant qui va grandir un peu dans ce milieu-là, avec des jeunes qui ont des valeurs comme les leurs, et puis avoir plein de grands frères. Du coup, ça aussi, ça me porte beaucoup, quoi. Ces jeunes-là, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on les soutienne et qu'on les aime, quoi. Je te sens ému là. C'est les hormones. C'est l'arrivée du bébé. Merci beaucoup Claire. En tout cas, ton sourire et ton enthousiasme éclairent la vie de ceux que tu croises, et notamment celle des mineurs qui ont la chance de te trouver sur leur chemin. Tu es une belle personne, bravo, merci. Pour tout ce que tu fais. Et quant à vous, chers internautes, j'espère que cet échange vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur France.tv pour retrouver d'autres belles histoires d'ici et vous. Merci.